Oui, donc je vous disais, l'objectif, c'est évidemment de faire en sorte que la France comprenne qu'elle n'est plus chez elle, qu'elle n'est plus la seule à diriger ce pays et, et à y faire régner son ordre, et que dorénavant, tous les citoyens français, tous les Européens, tous les colons doivent se sentir en danger, menacés, tant que finalement la France n'aura pas accordé son indépendance à l'Algérie. Alors, comme cet événement a lieu le jour du 1er novembre 1954 et que dans le calendrier, eh bien, le 1er novembre, c'est un jour férié, hein, c'est la Toussaint, la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints dans le calendrier chrétien, eh bien, vu qu'il y a eu énormément de victimes européennes, eh bien, vu qu'il y a eu beaucoup de sang qui a été répandu et que le sang est de couleur rouge, on a surnommé cette Toussaint la Toussaint rouge. Alors le groupe qui est à l'origine de ces événements, ce groupe porte le nom de FLN. Alors le FLN, qu'est-ce que c'est? C'est le Front de Libération Nationale. C'est un groupe d'indépendantistes qui réclame la liberté pour l'Algérie et qui va publier ses buts de guerre, hein, donc les buts de guerre du FLN. On vous le dit ici. Premièrement, c'est l'affaiblissement fatal de l'armée française pour lui rendre impossible une victoire par les armes. Donc il faut affaiblir au maximum l'armée française. On verra que ce ne sera pas vraiment une réussite puisque l'armée française, en tout cas sur le terrain, triomphera. Petit 2, la détérioration sur une grande échelle de l'économie colonialiste par le sabotage pour rendre impossible l'administration normale du pays. Ça va davantage marcher, c'est-à-dire que, ben, par exemple, les colons qui avaient des grandes entreprises, quoi, du moins des grandes exploitations agricoles dans l'arrière-pays, eh bien, des fermes sont brûlées, des colons sont assassinés. Donc, en fait, le commerce, les activités ordinaires de l'agriculture sont grandement menacées. Des voies ferrées sont attaquées, donc les transports de manque de sécurité, donc l'activité économique va être ralentie. L'objectif, encore une fois, c'est de rendre en quelque sorte la vie des Français impossible. Et enfin, et plus intéressant, la perturbation maximum de la situation en France sur le plan économique et social pour rendre impossible la continuation de la guerre. Là, c'est un peu une guerre psychologique. Le fait que finalement cette guerre finisse par atteindre aussi la métropole, alors évidemment pas en combattant directement les Français en métropole, c'est impossible. Il y a une trop grosse supériorité en nombre et en armes sur le territoire national. Mais par contre, euh, euh, comment dire, convaincre petit à petit l'opinion française de la justesse de sa cause, essayer de faire changer d'avis les Français, montrer que cette colonisation est injuste, essayer de freiner l'économie française aussi, puisqu'il y a quand même beaucoup d'Algériens, d'ouvriers algériens qui travaillent en France. Bref, il y a plein de moyens de pouvoir impacter sur le plan économique et social la métropole française. L'objectif et les buts de guerre sont donnés au début de ce texte. Acculer l'ennemi pour lui faire accepter tous nos buts de paix. Et évidemment, l'objectif final, c'est l'indépendance. Alors la question qui va se poser, c'est comment va réagir l'État français hein, en 1954. C'est la quatrième République qui est installée depuis 1946. Hein. Cette quatrième République donc va réagir par la voix de son ministre de l'Intérieur qui s'appelle François Mitterrand, ministre de l'Intérieur qui a appelé à un grand destin puisqu'il sera deux fois de suite président de la République, élu au total pour 14 ans de 1980 à 1995. Et également, on va voir comment réagit le chef du gouvernement, celui qu'on appelait alors le président du Conseil, qui est l'équivalent aujourd'hui du Premier ministre, c'est-à-dire qui s'appelait Pierre Mendès France. C'est un peu l'équivalent de Édouard Philippe aujourd'hui. Donc on va voir comment il réagit, et notamment à travers une expression qui illustre cette réaction de la France en titre du journal L'Écho d'Alger, donc l'un des journaux principaux d'Alger, et je voulais encadrer en rouge. Donc le ministre de l'Intérieur François Mitterrand réagit en disant à la radio: l'Algérie c'est la France et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Sous-entendu, l'Algérie c'est chez nous et donc il est hors de question qu'un groupe nationaliste qu'on va vite qualifier de terroriste puisse faire régner un autre ordre que l'ordre qui émane de Paris, donc de la capitale française. Euh, cette doctrine, l'Algérie c'est la France, va être reprise par le président du Conseil Pierre Mendès France, qu'on voit dans le document 3, l'encadré en bleu, puisqu'il dit à la volonté criminelle de quelques hommes, donc il fait allusion à ces terroristes, hein,
doit répondre à une répression sans faiblesse. Donc comment compte réagir la France? Par une répression sans faiblesse. Qui dit répression, c'est-à-dire arrestation, exécution, des terroristes, on les élimine. Qu'on attende de nous aucun ménagement à l'égard de la sédition. La sédition, c'est un synonyme de rébellion, c'est-à-dire des rebelles. Aucun compromis avec elle. Un compromis, c'est un accord, on essaye de s'entendre. On ne transige pas lorsqu'il s'agit de défendre la paix intérieure de la nation. Donc vous voyez bien, on parle de paix intérieure de la nation. Et oui, parce que c'est pas une guerre, puisqu'on se bat à l'intérieur de la France. C'est comme si aujourd'hui vous aviez, je sais pas moi, la Corse ou le Limousin qui se rebellaient contre l'autorité de Paris. Quand il s'agit de défendre la paix intérieure de la nation et l'intégrité de la République, les départements d'Algérie font partie de la République. Ils sont français depuis longtemps. Et oui, il ne faut pas oublier qu'en 1954, ça fait 124 ans que l'Algérie est française. 124 ans, c'est long. Quand vous êtes en 1954, pour vous donner un petit ordre d'idée, Nice et la Savoie, les deux départements de la Savoie ainsi que la région de Nice, ont été rattachés à la France qu'en 1860. Ça veut dire que Nice et la Savoie, en 1954, ça fait que 94 ans qu'ils sont français. L'Algérie, ça fait 124 ans. Donc vous voyez, ça peut paraître compréhensible que la France dise l'Algérie, c'est la France. Puisqu'aujourd'hui, qui dirait que Nice n'est pas la France ou que la Savoie n'appartient pas à la France? Donc, Pierre Mendès France dit jamais la France, jamais aucun gouvernement ne cédera sur le principe fondamental. Bon, ça, on verra plus tard qu'il s'est trompé. Mais l'Algérie, c'est la France et non un pays étranger que nous protégeons. Voilà donc comment il réagit, donc vraiment dans la lignée de son ministre de l'Intérieur. Et on voit tout de suite que l'armée va être envoyée, puisqu'on vous dit la véritable opération de nettoyage, on vous parle de nettoyage, c'est un mot qu'aiment bien employer les hommes politiques quand ils veulent vraiment nettoyer un quartier, nettoyer une région. Il y a une idée qu'on va le rendre propre, on va se débarrasser de ces terroristes, on va se débarrasser, quand on parle de nettoyage d'une cité, c'est-à-dire on va se débarrasser des voyous, des trafiquants en tout genre. Donc le nettoyage de l'Aurès, l'Aurès est une région proche de Constantine, là où il y a eu beaucoup d'attentats, va commencer dans quelques jours. Donc, ça va être une répression violente. Donc, à partir de là, et ça fera l'objet du grand 2, on parle d'une guerre sans nom. Alors, à l'époque, on ne disait pas une guerre sans nom, mais c'était qu'on ne parlait jamais du mot guerre. Ça ne pouvait pas être une guerre, puisque une guerre voudrait dire que la France, en fait, reconnaît l'Algérie comme un État contre lequel elle combat. Or, en fait, ce sont des Français, les Algériens, qui se battent contre d'autres Français. Donc, en fait, c'est une guerre civile. Mais par contre, c'est une guerre sans nom qui va être marquée par la violence des affrontements. Donc, on va analyser justement ces affrontements et cette violence à l'aide en partie d'extraits vidéo du film de Florent Emilio Siri qui s'appelle L'ennemi intime. Donc on va voir notamment que c'est une guerre sans merci. Sans merci, ça veut dire aucune pitié, hein. On exécute les prisonniers, on les torture, on, euh, on, on massacre les corps, hein. Même la personne, une fois qu'elle est morte, on va saccager son corps. Donc c'est une guerre de toutes les violences, petit 1, avec l'usage notamment de la torture. Alors la torture, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui fait toujours débat, parce qu'il y a toujours les gens qui vont la justifier au nom d'une cause supérieure, d'autres qui vont au contraire dire qu'elle est inexcusable. Il n'empêche que nous sommes, malgré le fait qu'on parle d'une guerre sans nom ou que la France dise elle-même nous sommes dans des opérations de maintien de l'ordre, eh bien nous sommes vraiment dans une guerre et malheureusement dans n'importe quelle guerre, très souvent, eh bien, on a recours à la torture pour faire parler l'adversaire dans des circonstances exceptionnelles. Donc ici, on vous explique, à travers le témoignage de Jean-Pierre Vittori, qui est cité à la fin du texte, qui a écrit un livre qui s'appelle Nous, les appelés d'Algérie. Donc je répète, les appelés, ce sont ceux qui doivent répondre à l'appel du service militaire. À l'époque, tous les jeunes, quand vous aviez passé votre bac, eh bien, vous deviez aller faire un service militaire de plus d'un an au service de la France. Donc vous allez vous battre. Et quand la France était en guerre, eh bien, vous alliez vous battre. Donc vous risquez vraiment votre vie. Et ce Jean-Pierre Vittori, donc il a été appelé en Algérie et il s'est retrouvé pris malgré lui dans un conflit. Imaginez l'année prochaine, vous avez votre bac et puis hop, vous partez vous battre au Mali dans l'armée française en risquant votre vie tous les jours. Et il explique comment on finit par accepter finalement la violence contre laquelle peut-être à l'origine on était totalement contre. Et ce texte s'intitule L'engrenage de la violence. Donc il dit, des suspects sont arrêtés. Les grands moyens sont employés avec l'arrivée d'un spécialiste. Alors ce qu'on appelle un spécialiste, c'est quelqu'un qui sait pratiquer la torture. Il s'attaque aux suspects. Juste ici, quelques coups de poing, 2 ou 3 gifles, des menaces. Donc là, c'est un peu le mode torture légère.
Ces méthodes soulèvent la nausée, c'est-à-dire qu'il y en a certains, ça leur plaît pas du tout qu'on frappe à quelqu'un qui est attaché à une chaise, par exemple, et qu'on lui mette des coups de poing ou des claques dans le visage, pour lui dire avoue, dis-nous où tu as caché les armes, où est-ce que tu as caché les explosifs. Donc ça suscite même la protestation de ceux qui l'ont vu faire et qui crient nous ne sommes pas des assassins, disent les appelés. Mais vous savez de quoi les rebelles sont capables? Leur répond-on. Parce que là, ceux qui leur disent ça, ce sont les gens qui sont là déjà depuis un certain temps, qui ont déjà combattu contre les Algériens. Ils ont exécuté trois amis de la France, sous-entendu trois personnages qui n'étaient pas forcément des militaires, mais en tout cas qui soutenaient la cause de la France et qui disaient l'Algérie, c'est la France. La compagnie voisine, alors ce qu'on appelle une compagnie, hein, c'est un groupe de militaires, hein, la compagnie voisine a eu deux tués dans une embuscade. Une embuscade, c'est quand des terroristes sont cachés, surgissent d'un buisson, par exemple, mettent deux, trois rafales de mitrailleuses et hop, repartent vite en courant. Ça s'appelle une embuscade. Le saviez-vous? Alors on parle d'efficacité, de sauver des vies humaines, la vôtre peut-être. Donc là, en fait, on commence, vous voyez, à justifier la torture en disant oui, mais tu sais, si j'arrive à le faire parler et que il nous avoue où il a caché la bombe, ben, peut-être qu'on va sauver cinq vies humaines. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup qu'on le torture et qu'on le fasse parler? Donc, vous voyez, on peut rentrer dans ces logiques psychologiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la suite de son témoignage. Il dit, ceux qui protestent sont déjà moins nombreux. Tous s'imaginent la gorge ouverte. Oui, car le FLN a pratiqué souvent ce qu'on appelait le sourire arabe ou le sourire berbère ou le sourire kabyle, c'est-à-dire on vous égorge d'une oreille à une autre et parfois aussi on vous coupe les testicules, on vous les met dans la bouche, des choses très charmantes qui sont là encore une fois pour faire régner la terreur. Mais de l'autre côté, évidemment, l'armée française, elle, pratique la torture. Bien souvent, la personne va décéder de torture. Je vous ai je crois que vous l'avez déjà dit. On mettait des électrodes, par exemple, sur les tétons des femmes, sur les testicules des hommes, et on leur mettait du courant électrique pour les faire parler. On pouvait pratiquer la torture de la baignoire, c'est-à-dire on vous met la tête dans une baignoire jusqu'à ce que vous ayez l'impression de vous noyer, puis on vous sort la tête, on vous dit bon alors tu vas nous dire où tu as mis les bombes, non tu veux pas, hop on recommence. Donc bref, l'homme est très inventif en termes de torture, hein, donc je ne les connais pas toutes, mais sachez que il doit y avoir une part de nous qui est un peu sadique, puisque je pense qu'on pourrait écrire des livres très imposants racontant toutes les méthodes imaginées par les hommes pour torturer d'autres hommes et leur faire parler, les faire parler. Bref, le problème, c'est que la torture, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était pratiquée en France. Mais elle n'était pas pratiquée en France par les Français, elle était pratiquée en France par les Allemands ou par la milice, c'est-à-dire la police politique de Vichy, qui torturait les résistants. Ceux qui prenaient le maquis, ceux qui se cachaient dans la forêt, qu'on appelait aussi les maquisards. Donc en fait, la torture, elle était pratiquée par la Gestapo, la police politique allemande, par la milice, bref, par les ennemis de la France. Et la torture, elle était vivement critiquée. Donc le fait que maintenant ce soit des Français qui se pratiquent eux-mêmes la torture contre des personnes contre lesquelles les Français se battent, c'est qu'en fait on est passé de ceux qui subissaient la torture, des innocents en quelque sorte, à ceux maintenant qui sont les bourreaux. Donc ça emmène plein de questions psychologiques. Bref, donc pour finir ce texte, Jean-Pierre Vittori dit alors quelques-uns bousculent un peu un arabe, on frappe un suspect, c'est l'escalade. Sous-entendu, au début, ces gens, ces appelés qui prenaient la défense finalement des Algériens qui se faisaient torturer, eh bien une fois qu'on leur a expliqué ce qu'était capable de faire le FLN, ou bien qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux, imaginez, vous êtes tout innocent, vous ne voulez pas vous battre, vous êtes quelqu'un de pacifique, on trucide votre frère, votre sœur, on la viole, on lui tranche la gorge, etc. Ben, je pense que le premier ennemi qui vous tombe sur la main, ben, vous pouvez être tenté de vous venger, quoi. C'est une réaction humaine. Et justement, ben, ce qui fait nous aussi des êtres humains, c'est qu'on soit capable de passer au-dessus de ces réactions. Mais c'est pas toujours évident quand vous réagissez à chaud et que vous êtes encore une fois au sein d'un conflit. Donc pour illustrer aussi cet article, hein, vous avez une photo d'un interrogatoire d'un membre du FLN, hein, une photo publiée par l'agence France Presse, l'AFP en 1957. Elle est menée par des parachutistes français. Vous pouvez voir que le membre du FLN, là, il est pieds et poings liés, hein, il a les mains attachées dans le dos. On voit ici des petites cordelettes hein, qui lui attachent les pieds, les jambes. Et on voit qu'un militaire français, ici, est en train de lui montrer a priori des documents ou des photos. Donc très probablement qu'on lui demande gentiment, c'est une façon de parler, je mets des gros guillemets, de divulguer des informations.
Donc la personne, soit elle le fait, soit elle le fait pas. Si elle le fait pas, eh bien, elle sera torturée. Si elle le fait, elle sera peut-être quand même exécutée. Mais en tout cas, la torture a été pratiquée pour obtenir des informations et certains militaires, même encore récemment, le justifiaient pour des motifs impérieux qui étaient la guerre.